Mesdames, Messieurs, chers amis, comme cela vient d'être dit, c'est la deuxième fois que l'IRIS et la Fondation Gabriel Péri organisent ensemble un colloque sur la question de la mer dite de Chine méridionale. Ce n'est pas par obstination et encore moins par obsession de leur part, mais si l'on reprend la définition que donne le dictionnaire d'une question, à savoir l'ensemble des problèmes liés à un sujet, les travaux du premier colloque ont démontré qu'il s'agissait bien là d'une des questions importantes de notre temps, à laquelle aucune réponse n'a été apportée depuis le 16 octobre 2012. S'ajoute à cela le fait que les médias français ne s'y intéressent qu'épisodiquement, raison peut-être pour laquelle ils restent approximatifs quand ils ne surplombent pas le sujet avec une certaine commisération pour les parties prenantes. Dans le même temps, les publications, essais et rapports se sont multipliés ces dernières années, lesquels oublient parfois les données fondamentales. Aussi, mon propos sera-t-il de rappeler ces dernières telles qu'elles ont été dégagées par le précédent colloque, avant que de recenser dans les limites de mes connaissances les faits intervenus depuis. Les tensions apparues portent sur deux archipels sans importance en eux-mêmes, les Paracels et les Spratleys, pour reprendre les noms donnés par les navigateurs occidentaux, ce qui m'évitera de mal prononcer ceux existants en vietnamien et en chinois. Sans importance puisque leur superficie cumulée équivaut à celle d'une commune française, et certains se plaignent qu'il y en ait trop. Sans importance également parce qu'ils sont dépourvus de ressources naturelles, sans importance enfin dans la mesure où ce sont le plus souvent des bancs submergés à marée haute, des récifs ou des formations inhabitables de façon pérenne. Cela ne signifie pas qu'ils relèvent du principe de terra nullius, car ils avaient été intégrés très légalement à l'Indochine française, après que le Vietnam des Nguyen eut déclaré sa souveraineté sur le premier d'entre eux au moins. De surcroît, en partie à la demande pressante des États libérés de la colonisation dans la seconde moitié du siècle dernier et désireux d'être maîtres de leurs ressources, de longues négociations ont abouti à la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Signée le 10 septembre 1982 à Montego Bay, à la Jamaïque, et entrée en vigueur en novembre 1994, elle définit notamment les divers types d'espaces maritimes qu'elle permet de délimiter de façon légale. De là, sans doute, les différents opposants des États un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas en soi un problème dès lors que les protagonistes sont partis à la Convention et en respectent les dispositions. Il se trouve que tous les États riverains de la mer de Chine méridionale sont signataires de ce document et comme par ailleurs un tribunal international a été institué, il leur serait loisible de lui demander son arbitrage. En vérité, la mer de Chine méridionale a retrouvé ces 3 dernières années l'importance qui était sienne bien avant que Magellan, ou plus exactement son compagnon Juan Sebastián Elcano, n'accomplisse la première circumnavigation du globe terrestre. Ces 3,5 millions de kilomètres carrés dépassent les 2,7 millions de la Méditerranée, ce qui en fait la mer la plus étendue du globe. Et avec l'essor économique de l'Asie orientale, Japon, puis Dragon, puis Tigre et aujourd'hui l'usine mondiale que la Chine est devenue, elle est tous azimuts une voie essentielle des échanges internationaux. Aussi, les économies de la région et plus largement de la planète entière dépendent-elles de la libre circulation des marchandises dans son espace. Plusieurs des contributions au précédent colloque ont également évoqué l'importance des ressources propres de cette mer, ressources halieutiques dont elle est riche et qui sont menacées par la surpêche, hydrocarbures déjà exploités sur les plateaux continentaux de certains riverains et dont on dit qu'ils pourraient l'être au-delà, que compléteraient les ressources minérales, les ressources énergétiques et les énergies marines renouvelables. Or, si les archipels contestés sont tels des confettis sur les flots, leur extension et leur localisation, 15 000 km² dans le cas des Paracels au nord, et de 160 à 180 000 km² pour ce qui est des Spratleys au sud, constituent des écueils à éviter ou des abris pour les pêcheurs, comme cela a été le cas dans le passé précolonial, des lieux
ou installer phares, balises, stations météorologiques et radars afin de faciliter la navigation dans une mer où la mousson bascule et où circulent les typhons. Cela en souligne l'intérêt stratégique que le Japon impérial avait perçu lors de sa brève et meurtrière conquête de l'Asie du Sud-Est. Intérêt accru de nos jours par le fait que la profondeur des eaux atteint 4000 mètres, ce qui permet le passage discret des sous-marins nucléaires, mais fait des spratelets voisines de possibles postes de surveillance ou de traque. L'intérêt stratégique d'un espace ne conduit pas inévitablement à l'affrontement et à la militarisation, car les riverains et la communauté internationale pourraient s'entendre afin d'en interdire l'usage militaire, tout en reconnaissant la souveraineté de tel ou tel État, au singulier ou au pluriel. De la même façon, des accords bilatéraux ou multilatéraux pourraient être conclus afin d'exploiter les ressources de la mer de façon responsable et dans l'avantage mutuel. Si différent il y a, c'est d'abord parce que la souveraineté française sur ces archipels, au nom du Vietnam, n'a pas été rétablie de façon claire et nette par le traité de San Francisco de 1951, qui restaurait la souveraineté du Japon et annulait toutes ses conquêtes contemporaines. C'est ensuite parce qu'il y a eu recours à la force pour s'assurer le contrôle d'une partie des formations insulaires. Pour les Paracels, ce fut en deux temps. La République de Chine s'empara en 1946 du groupe Amphitrite, récupéré en 1950 par la République populaire de Chine, puis celle-ci conquit en 1974 les îles du Croissant, où, conformément aux accords de Genève qui avaient mis fin à la guerre d'Indochine, se trouvait une garnison sud-vietnamienne. Le différend sur cet archipel oppose donc la République populaire de Chine à la République socialiste du Vietnam. On a assisté à propos des Spratlys à l'installation de facto de tous les riverains, à commencer par Taïwan en 1946 dans Itu-Aba. En dehors de cette île, la plus importante de l'archipel, le Vietnam a repris pied dans 21 à 24 îlots. La République populaire de Chine s'est établie dans 7 à 9, les Philippines dans 8, la Malaisie dans 4, cependant que le sultanat de Brunei estime qu'un autre îlot entre dans sa zone économique exclusive. La République populaire de Chine a recouru une fois encore à la force en 1988 pour prendre le contrôle de Johnson South Reef, faisant 70 victimes vietnamiennes, et des incidents se sont produits à diverses reprises, par exemple en 2011 entre bâtiments vietnamiens et chinois. Les protagonistes du différend portant sur les Spratlys sont la Chine d'une part, le Vietnam et les Philippines d'autre part, mais la Malaisie, l'Indonésie et Brunei sont également concernés. C'est enfin parce qu'il y a des accords sur la délimitation des zones maritimes, plus particulièrement sur la délimitation des zones économiques exclusives et de leur extension légale aux plateaux continentaux. Peu avant la date limite fixée par l'Organisation internationale au mois de mai 2009, le Vietnam et la Malaisie ont présenté à la Commission idoine des Nations Unies leur position commune concernant l'extension au plateau continental de leurs zones économiques respectives. Les autorités chinoises ont alors affirmé que ce document était nul et non avenu, au motif que la souveraineté de leur pays recouvrait cet espace depuis des temps immémoriaux, et ont présenté pour preuve une carte traçant dans la mer de Chine méridionale 9 tirés englobant les deux archipels et l'essentiel de l'espace maritime. Cette carte, dont le nom chinois se traduit par 9 lignes de division dans la mer méridionale, est appelée en vietnamien langue de bœuf parce qu'elle en a la forme, à moins que ce ne soit celle de l'emblème des Rolling Stones. Présentée pour la première fois le 1er décembre 1947 par un fonctionnaire de la République de Chine, elle comptait à l'origine 11 tirés. Les 2 premiers concernaient le golfe du Tonkin et furent ensuite effacés par les autorités de la Chine populaire. Je me contenterai ici de reprendre les remarques faites à ce sujet par plusieurs intervenants de notre premier colloque. Premièrement, une carte ne peut avoir de valeur juridique internationale qu'en annexe ou dans le corps d'un document diplomatique dûment signé par les parties intéressées. Elle ne peut prévaloir par elle-même. Encore moins celle qui nous occupe, et c'est la deuxième remarque, dans la mesure où elle consiste en tirés discontinus et où elle ne s'accompagne d'aucune coordonnée géographique. Elle longe les côtes du Vietnam à une distance, semble-t-il, comprise entre 50 et 100 nautiques.
semble épargner les zones économiques exclusives de la Malaisie et de l'Indonésie, puis frôle l'île de Palawan qui fait partie de l'archipel des Philippines, sans que l'on en sache davantage. Troisièmement, on remonte pour la justifier jusqu'à l'Antiquité chinoise, qui est en effet longue, sans apporter les preuves d'une occupation pérenne, ni présenter les instruments de souveraineté alors installés. Quatrièmement, ce tracé va à l'encontre des dispositions de la conférence de Montego Bay, puisque cette esquisse est dessinée à partir des archipels et non des lignes de base. Or, dans la mesure où ce ne sont le plus souvent que des récifs et des bancs, ils ne peuvent commander de zone économique exclusive, donnée sur laquelle les autres protagonistes insistent. Ce faisant, et c'est le dernier point, la carte ne tient aucun compte des droits des autres riverains, notamment le Vietnam et les Philippines, à disposer d'une zone économique exclusive susceptible de s'étendre au plateau continental. Partir de cette carte équivaut à clore toute discussion et à écarter un règlement fondé sur le droit international. Au blocage provoqué par une telle position, on pourrait par exemple opposer la solution des différends ayant existé entre l'Inde et le Bangladesh d'une part, entre ce dernier et le Myanmar d'autre part, différends qui n'excipaient pas de l'éternité, mais portaient sur la manière précise selon laquelle, et conformément au droit international, les délimitations devaient être établies dans le golfe du Bengale. Le premier d'entre eux a été réglé le 7 juin 2014 sur une décision du tribunal d'arbitrage constitué par la Cour internationale de La Haye, laquelle attribue les 4/5 de la superficie concernée au Bangladesh. Le second l'avait été 2 ans auparavant, après une décision du tribunal international sur le droit de la mer, qui a été créé par la Convention de Montego Bay et qui, à cette occasion, rendait son premier jugement. On notera que l'actuel gouvernement indien réputé nationaliste et celui du Myanmar, qui reste sous le contrôle de l'armée, ont accepté l'un et l'autre ces décisions. Ce rappel fait, j'entre dans la deuxième partie de mon exposé pour évoquer brièvement les principaux faits qui se sont déroulés depuis notre précédent colloque. En premier lieu, une série d'incidents a vu la Chine se confronter aux Philippines, notamment ceux survenus en 2012 autour de l'atoll de Scarborough, qui ne fait partie ni des Paracels ni des Spratlys, et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir au cours du précédent colloque. La tension créée en 2014 au sujet du second Thomas Shoal n'a trouvé aucune solution, si ce n'est que les Philippines ont pour l'instant conservé le contrôle de cet atoll. Plus grave fut la forte poussée de fièvre provoquée en mai 2014 par l'installation par la Chine d'une plateforme géante d'exploration pétrolière au large des Paracels et dans la zone économique exclusive du Vietnam. Ces faits ont eu un retentissement plus grand que les précédents du fait de la réaction des autorités vietnamiennes qui ont dépêché une flottille de bateaux, ce qui a donné lieu à un balai très intéressant, encore qu'il aurait pu conduire à une escalade. Vive également a été la réaction de la population vietnamienne à travers des manifestations de masse qui, à un bref moment et en certains lieux, ont tourné aux émeutes anti-chinoises. La plateforme sera retirée un mois plus tôt que la date annoncée, officiellement afin d'éviter la saison des typhons et parce que le travail avait été fait. En deuxième lieu, et en relation avec ce qui précède, mais pas exclusivement, car d'autres paramètres entrent en ligne de compte, on assiste à la modernisation et renforcement des capacités militaires de plusieurs des États riverains. Les Philippines, qui en l'occurrence partent de fort bas, et du Vietnam, dont les programmes ont une consistance et une cohérence sensiblement plus grandes. Les analystes soulignent la place accordée à la marine de surface et sous-marine, plus généralement la stratégie de déni d'accès et d'interdiction de zones. Les incidents qui viennent d'être cités sont restés, il convient de le souligner, au-dessous du niveau militaire et ont engagé pour l'essentiel des gardes-côtes, mais avec le risque évoqué à l'instant d'une escalade. Des dispositions ont été ensuite adoptées par les autorités chinoises et vietnamiennes afin d'éviter que ce risque ne se réalise, mais force est de rappeler que des mesures similaires avaient été prises avant que l'incident de la plateforme géante ne se produise.
En troisième lieu, l'administration américaine entend faire pivoter ses priorités géostratégiques et son dispositif militaire vers l'Asie-Pacifique, pivotement renommé depuis recentrage. Mais parce qu'il reste confronté à de grandes difficultés sur d'autres fronts, et parce que ses relations avec la Chine sont fondamentalement contradictoires, cette grande stratégie prend pour l'instant la forme du renforcement des alliances traditionnelles avec le Japon et l'Australie, pays qu'elle incite aussi à s'engager plus directement et plus largement. Autre exemple du leading from behind, autrement dit du leadership depuis l'arrière. En quatrième lieu, le 22 janvier 2013, le gouvernement philippin a demandé l'arbitrage du tribunal international sur le droit de la mer dans le cadre de la convention de Montego Bay, non pas à propos de la délimitation des zones maritimes, mais sur les points de savoir si le tracé en 9 tirés était conforme au droit et si les formations de la mer de Chine méridionale sont des rochers et des bancs ou sont des îles. Informées de cette démarche, les autorités chinoises ont répondu qu'elles ne reconnaîtraient pas la décision du tribunal en vertu des droits historiques de leur État et parce qu'il s'agissait de facto de décider de la délimitation des zones. En tout état de cause, il faudra du temps pour que le tribunal se prononce, mais il sera vraisemblablement difficile d'ignorer complètement le jugement. Enfin, aucun incident notable ne s'est produit depuis l'été 2014. Des images satellitaires ont cependant prouvé que la partie chinoise était engagée dans des travaux de remblaiement des constructions sur certaines formations des paracels et des spratlets, agrandissements, bâtiments divers, pistes d'aviation, etc. À la vérité, le Vietnam et les Philippines agissent de même, mais semble-t-il de façon beaucoup moins importante. Les autorités chinoises ont reconnu les faits le 9 avril dernier et expliqué qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient sur leur territoire national et que ces travaux devaient sécuriser la navigation en mer de Chine méridionale, ce qui était un moyen pour elles de contribuer au bien commun. Des analystes estiment cependant que s'ils se poursuivaient, de tels travaux permettraient de réduire certaines faiblesses du dispositif militaire de la République populaire de Chine, le fait en particulier que les archipels sont situés bien plus loin des côtes chinoises qu'ils ne le sont des rivages philippins ou vietnamiens. Avant de conclure, je souhaiterais rappeler brièvement certaines données qui me paraissent importantes. L'essor économique si rapide et massif de la Chine fait que les esprits occidentaux tendent à ne voir qu'elle en Asie, en y ajoutant l'Inde pour l'exotisme et le Japon pour la culture populaire. On ne devrait pourtant pas oublier le vaste ensemble que représente l'Asie du Sud-Est, lequel ne se limite pas aux plages thaïlandaises, aux danses balinaises, aux monuments d'Angkor et au Nyok Mam. Si l'on peut en effet rêver de la reprise des routes terrestres et maritimes de la soie, on ne peut ignorer l'antique route des épices, ni le galion de Manille, ni le fait que les navigateurs qui parcouraient jadis la mer dite de Chine méridionale étaient le plus souvent malais, javanais, tcham et arabes. Aujourd'hui, cet espace est réuni au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, dont la raison d'être est de surmonter les antagonismes d'antan et les clivages de la guerre froide, de constituer une communauté d'États-nations indépendants et solitaires, capables d'associer à ces projets les puissances de notre temps. Elle entretient désormais de denses relations économiques et politiques avec la Chine, que les tensions survenues à propos de la mer et des archipels risquent d'ébranler. Une déclaration avait été signée en 2002 sur la conduite à suivre à ce sujet et un code devait être conclu pour en appliquer les principes. Aucun progrès n'a été accompli depuis, la Chine préférant, semble-t-il, les négociations bilatérales à une démarche multilatérale. Il est légitime que la Chine souhaite se faire entendre dans l'arène internationale et jouer un rôle à la mesure de son passé, des besoins et des rêves de son peuple. On peut fort bien comprendre qu'elle rechigne à être tensée par les puissances et les beaux esprits de l'Occident. On remarquera toutefois ceci. Un dispositif géopolitique considérable a été installé par les États-Unis en Extrême-Orient, qui s'est d'ailleurs renforcé autour de la mer de Chine orientale, je dis bien orientale. Il se trouve que le prolongement de ce dispositif en Asie du Sud-Est, qui s'était édifié autour de la mer de Chine méridionale,
Au cours de la guerre du Vietnam, s'est desserré. L'OTAN s'est dissoute. Et si des traités militaires perdurent entre la Thaïlande, les Philippines et les États-Unis, si des arrangements de défense ont été signés par ces derniers avec Singapour, il n'existe plus de base permanente dans cette région. L'ASEAN se veut de base permanente américaine. L'ASEAN se veut une zone de paix et aucun de ses membres ne menace la Chine ni n'offre désormais son territoire pour menacer la Chine. C'est le deuxième colloque et non pas le second. Le vœu que j'aimerais former en conclusion serait que notre troisième colloque sur cette question en enregistre la solution équitable et durable. Je crains cependant qu'il faille attendre pour qu'il s'accomplisse, mais il se peut que nos travaux lèvent mes inquiétudes. Merci.